Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles et je suis conseiller chez HomeGrade. Aujourd'hui, je ferai une introduction express à la demande de ma collègue Anne, qui aura plein de belles choses à nous montrer et à nous raconter. HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements gratuits dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation. Pour savoir comment nous joindre, consultez notre site web homegrade.brussels. Vous y trouverez également toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat et du patrimoine. Aujourd'hui, nous accueillons Anne Costa, architecte et conseillère chez HomeGrade, qui nous fera découvrir et apprécier l'architecture des années 50 à 70, dite architecture moderniste d'après-guerre. Anne, j'espère t'avoir laissé assez de temps. La parole est à toi. Merci Charles. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'exposé sur l'architecture des années 1950, 1960, 1970. Ah, j'ai un Donc, ma motivation à faire cet exposé vient d'un constat que je fais depuis maintenant plusieurs années. Je vois des bâtiments des années 50, 60, 70 être rénovés et leurs façades avant sont complètement dénaturées. Alors, selon moi, c'est par manque de sensibilisation et de reconnaissance de cette architecture. Alors, le but de cet exposé n'est pas de vous donner mon avis personnel sur cette architecture et encore moins de vous dire quels sont les bâtiments qui sont beaux et qui valent la peine d'être préservés et lesquels pas. Non, mon but, c'est de vous sensibiliser aux styles architecturaux de l'époque après-guerre, de vous montrer les caractéristiques de cette architecture et surtout vous inciter à observer ce qui vous entoure, donc à regarder les rues, les façades, les détails aussi. Et parce qu'en fait, je pense que notre point de vue sur l'architecture peut se perfectionner grâce à des clés de lecture. Et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Je suis partie d'une feuille blanche avec en tête plusieurs maisons et quartiers de Bruxelles que je connaissais ou que j'ai pu découvrir lors de mes visites à domicile pour HomeGrade. Et j'ai commencé par me faire ma propre idée sur l'architecture d'après-guerre en parcourant les rues de Bruxelles. J'ai observé les bâtiments et j'ai appris à reconnaître ceux des années 50, 60, 70. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai complété mes observations par des lectures. La thématique de l'architecture d'après-guerre n'a encore jamais été abordée chez HomeGrade en tant que telle, et il y a énormément à dire sur le sujet, et en fait beaucoup trop pour le temps qui m'est imparti aujourd'hui. Et donc j'ai dû, malheureusement pour moi, choisir et me restreindre à ne vous présenter qu'une petite partie de ce que j'aurais aimé partager avec vous. Et de par le public auquel s'adresse HomeGrade, j'ai décidé de me concentrer sur le logement individuel et collectif privé en région de Bruxelles-Capitale. Dans la suite de l'exposé, je parlerai donc de l'architecture de 1950, 60, 70 ou de l'architecture d'après-guerre ou encore de l'architecture moderniste d'après-guerre. Tout ça, c'est la même chose. Je commence par vous parler un peu de la valorisation et la sauvegarde de ce patrimoine récent. L'architecture d'après-guerre a mauvaise réputation et souffre d'un manque de reconnaissance. Elle est souvent qualifiée de fonctionnelle, sans âme, brutale, inhumaine, simpliste, répétitive, froide, bon marché et très souvent moche. Mais à partir du moment où on s'intéresse de plus près à cette architecture et qu'on comprend le contexte de l'époque, eh bien, cette architecture nous apparaît sous un autre visage qui est beaucoup moins réducteur et négatif. Et en fait, on découvre une architecture qui est très riche et passionnante. Selon moi, le grand public commence tout doucement à être sensibilisé et à apprécier cette architecture d'après-guerre, mais j'ai l'impression que c'est surtout les grands bâtiments, comme les exemples que je vous montre ici, donc l'ancienne Royale Belge, le CBR, le bâtiment Glaverbell, qui sont d'ailleurs les uns près des autres à Watermal-Boisfort, et c'est une bonne chose, ça me réjouit, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire, et surtout par rapport aux bâtiments de logement. Urban, c'est l'administration en charge du patrimoine bruxellois
Et cette administration s'attelle à valoriser le patrimoine récent. Et donc en 2022, l'administration a demandé à l'ULB Lacambre de faire un inventaire du patrimoine architectural d'après-guerre, donc entre 1939 et 1999. Donc si vous allez sur le site monument.héritage.brussels, vous allez pouvoir retrouver cet inventaire. Et donc il n'y a pas moins de 1716 biens qui sont repris à l'inventaire. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que cet inventaire du patrimoine architectural a maintenant valeur légale depuis le mois d'août 2024. Et donc, je vous invite à le consulter et certainement, si vous avez une maison d'après-guerre, d'aller voir si elle n'y est pas reprise. Pour bien comprendre l'architecture moderniste d'après-guerre, il est important de connaître le contexte de l'époque. Bon, j'ai malheureusement pas l'occasion de vous faire un cours d'histoire, mais je vais quand même brièvement aborder les paramètres qui ont influencé l'architecture de cette époque. Comme tout le monde le sait, en 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant les 10 années qui vont suivre, la période est caractérisée par un redressement économique du pays. Et puis, entre 1958, donc l'année de l'exposition universelle de Bruxelles, et 1973, l'année de la crise pétrolière, on a une période très faste et prospère qui s'appelle les Golden Sixties. Et règne alors un optimisme ambiant qui est très important et qui va se refléter dans l'architecture de l'époque. Et puis, à partir de 1973, donc avec la crise pétrolière, on va plutôt connaître une période de récession. Je vais aborder brièvement donc les paramètres qui ont influencé l'architecture. Donc, on se retrouve après la guerre dans c'est l'essor d'une société de consommation. Et ça a pour conséquence que les gens vont acheter un logement et acheter une voiture. Et donc, comme il y a une augmentation du parc automobile, eh bien, les gens vont partir habiter plus loin du centre-ville et on va aussi voir apparaître le local garage dans les habitations. Après la guerre, il y a une forte augmentation de la démographie, donc on connaît sous l'appellation baby boom, et donc on va devoir loger tous ces gens et on va construire énormément de logements qu'il faudra construire rapidement et de manière économique. Il y a aussi une influence du way of life américain, donc le style de vie américain, et ça a entre autres comme influence qu'on va avoir un essor des barres d'immeubles et on va aussi avoir notamment à Bruxelles des grandes opérations urbaines, comme par exemple le projet Manhattan au quartier nord. Et alors, ce qui est vraiment important comme paramètre, ce sont les avancées techniques et scientifiques. Donc, il y a la préfabrication, mais aussi le perfectionnement des structures en acier et en béton. Et en fait, ça va avoir une influence sur l'architecture parce que la structure des bâtiments va changer. Et donc, on va avoir plutôt des colonnes et des poutres ou des dalles. Et donc, en fait, les façades ne sont plus porteuses. Donc, vous verrez plus tard l'influence que ça a sur les façades. Les historiens de l'architecture décrivent trois styles architecturaux dans l'après-guerre. Donc, on a, pendant 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un style architectural qu'ils appellent le modernisme classique. Autour de 1958, ça s'appelle le modernisme ludique. Et fin des années 60 et pendant les années 70, on a un style architectural qui s'appelle le brutalisme. Le modernisme classique, il est caractérisé par le fait que les architectes reprennent des codes, des styles anciens. Donc ça reste encore une architecture assez sobre, pas très avant-gardiste, on va dire. Alors on va avoir principalement des façades en briques et en pierre. Les ouvertures de fenêtres sont très régulières et verticales. Et alors, on a aussi, comme on le voit sur les deux photos, j'espère que vous voyez ma petite souris, voilà, elle est ici. Sur les deux photos du dessous, on a aussi une architecture nostalgique des codes de l'Antiquité, donc avec des piliers et des frontons gréco-romains. Autour de 1958, on voit apparaître une architecture qui est beaucoup plus ludique, décorative, fantaisiste et qui va donc refléter l'optimisme ambiant de l'époque. On va aussi voir apparaître la couleur, les lignes dynamiques, les obliques et des formes asymétriques. Fin des années 60 et pendant les années 70, on revient vers une architecture plus sobre, plus épurée et fonctionnelle. Donc, on va avoir une prédominance du béton et de la brique. Et alors, on va avoir des formes géométriques assez massives et une absence d'ornement.
Le terme brutalisme ne fait pas du tout référence au mot brutal comme on pourrait le croire, mais bien au terme brut. Et donc en fait, le brutalisme se caractérise principalement par l'usage du béton brut qu'on va laisser à son état naturel et qu'on va laisser visible. Apprendre à voir l'architecture des années 50, 60, 70, c'est en fait apprendre à reconnaître les caractéristiques architecturales des bâtiments qui ont été conçus et construits à cette époque. Je vais vous les présenter, enfin, je vais vous présenter certaines caractéristiques sur base de mes observations et j'espère ainsi vous donner quelques clés de lecture pour reconnaître la richesse de cette architecture moderniste d'après-guerre. Je ne vais vous présenter que des façades à rue parce que c'est ce qui est visible par tout le monde depuis l'espace public et ce sont aussi les façades qui façonnent l'image de nos rues et de notre ville. Et comme je l'ai dit en introduction, je vous présente principalement que des logements privés. Une première caractéristique, c'est la géométrie. Alors, la géométrie en architecture, elle va définir la forme du bâtiment, le volume du bâtiment. Donc, vous allez voir que c'est souvent une volumétrie assez simple. J'ai pu constater qu'il y avait une forte présence de l'orthogonalité qui en fait est traduite par des lignes directrices verticales et horizontales qui peuvent être marquées et ou par le choix des matériaux. Donc je vous montre ici deux exemples où on voit vraiment ces lignes verticales et horizontales par le changement de matériaux. Ça peut aussi être par la répétition, donc surtout dans les immeubles à appartements et ou encore par la volonté de montrer la structure du bâtiment. Une autre caractéristique qui est très importante, ce sont les matériaux. Donc, de tout temps, pour les architectes, c'est très important les matériaux qu'ils vont choisir pour définir l'architecture du bâtiment. Je vais vous en présenter quelques-uns. Je ne peux absolument pas être exhaustive. Et donc, je commence par le béton. Ça, c'est vraiment le matériau de prédilection à cette époque, non seulement pour un usage structurel, mais aussi comme finition. Alors, le béton, c'est un mélange, pour faire simple, de sable, de ciment, de gravier et d'eau. Et c'est un matériau auquel on peut donner la forme qu'on veut. Et donc, en fait, en fonction du type de gravier qu'on va utiliser et de la manière dont on va travailler le béton, eh bien, on peut avoir des textures très variées. Et ce qui peut faire qu'on a alors un béton qui est décoratif. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples que j'ai pu observer. Et alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que soit le béton est coulé sur place, soit il est coulé dans des plaques qu'on vient après appliquer sur les façades. Vous avez ici à gauche du béton bouchardé. Donc là, c'est où on va voir apparaître un petit peu le gravier qu'il y a dans le béton. En haut à droite, vous avez un béton brut de décoffrage, donc je suis sûre que vous avez déjà vu ça. Donc c'est du béton qui est coulé sur place et donc le coffrage est fait de planches de bois. Et une fois que le béton est sec, on enlève les planches de bois et en fait la planche de bois est imprimée dans le béton. Ici, nous avons des exemples de béton lavé. Donc là, en fait, on enlève une couche de ciment pour faire apparaître le gravier qui est dans le béton. On peut aussi avoir du béton structuré. Donc, vous voyez à gauche, on donne vraiment la forme qu'on veut à ce béton. À gauche, vous pouvez voir un exemple de béton lissé. Donc, de nouveau, on lui donne vraiment la forme, la texture, le dessin qu'on veut. Et à droite, vous avez un autre type de plaque en béton structuré. On va aussi avoir ce qu'on appelle le béton architectonique. Alors, c'est très populaire à l'époque. Donc, le béton architectonique, c'est en fait un élément, pardon, en béton qui est préfabriqué pour lequel on détermine la forme, la couleur, la texture. Et en assemblant différents éléments de ce béton architectonique, on obtient des façades très expressives et graphiques. Donc, je vous montre ici trois exemples. Et on peut aussi avoir des plus petits éléments de béton, donc qui assemblés entre eux donnent une dimension graphique à la façade. Un autre matériau qui est très fort utilisé en Belgique, c'est la brique. Donc, on continue à utiliser la brique. Alors, on continue à la mettre en œuvre comme ici en haut à droite et ici en haut de la porte. Donc, c'est un appareillage assez traditionnel, donc où les briques sont
comment dire, en décalage les unes par rapport aux autres. Donc la manière dont on maçonne les briques, on appelle ça un appareillage de briques. Après, il y a plein d'appareillages qui existent depuis très longtemps, mais ce qui va être assez courant après la guerre, c'est cet appareillage que vous voyez ici en détail, où les briques sont en fait superposées les unes au-dessus des autres, et donc ça va amener des lignes verticales dans la façade. Les architectes vont aussi jouer avec la couleur des briques. J'espère que je vous laisse suffisamment de temps pour voir les images. Et les architectes vont aussi jouer avec la forme des briques ou la mise en œuvre qui va pouvoir donner du relief. Alors ici, je vous montre un exemple d'une maison assez intéressante où en fait on a, et on a le détail ici en haut à droite, on a une seule forme de brique, donc c'est un carré qui est assez mince, et en fonction de la manière dont il est mis en œuvre dans la façade, il donne une expressivité différente. Ce qu'on retrouve aussi très régulièrement dans l'architecture d'après-guerre, et c'est surtout pour les villas, on va avoir des briques peintes en blanc. Donc, la peinture des briques permet d'unifier une surface par sa couleur tout en lui donnant de la texture. Un troisième matériau très courant, c'est la pierre. Donc on a comme avant la guerre toujours l'usage de la pierre bleue et des moellons. Donc les moellons sont des blocs de pierre qui sont maçonnés entre eux. Vous voyez ici deux exemples de soubassement. Donc le soubassement, c'est la partie basse de la façade qui sont en moellons de pierre. Mais ce qui va être très populaire pendant les années après-guerre, c'est l'usage et la mise en œuvre de la pierre de schiste. Donc ça, ce sont des fines plaques de pierre de schiste qui vont être découpées d'une certaine manière et assemblées entre elles de manière à décorer les façades. Donc on voit ici à gauche et tout à fait à droite une pierre de schiste noire. Et alors, ce qui est très courant aussi, c'est ce que vous voyez sur la photo centrale, et je suis sûre que vous en avez déjà vu à Bruxelles parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est cette pierre de schiste qui présente des tons de couleur ocre, mauve et verte. Je vous montre quelques exemples de bâtiments où c'est utilisé. Donc, c'est souvent de manière décorative, soit pour les parties qu'on appelle les allèges de fenêtres. Donc, c'est les parties de murs qui se trouvent en dessous des châssis de fenêtres, soit pour les trumeaux. Donc, ce sont les parties de murs qui se trouvent entre les fenêtres, ou bien pour les soubassements, comme on voit ici sur ces deux photos du bas. Ici encore deux exemples de bâtiments assez simples, mais qui sont, je dirais, décorés grâce à la pierre de schiste. On a aussi ce qu'on appelle le déchiqueté de pierre ou le déchiqueté de marbre. Donc, ce sont des petits éléments en pierre ou en marbre qui sont voilà, un peu comme un appareillage de briques appliqué en quinconce. Donc, ça donne de la couleur, ça donne du relief. On retrouve aussi des plaques de marbre. Alors, on va surtout les retrouver à l'intérieur des bâtiments, mais on peut aussi les retrouver pour décorer les halls d'entrée. Donc, je vous ai mis ici deux exemples. Et on peut aussi carrément les avoir en revêtement de façade, comme on voit ici sur la photo de gauche. Le bois est un matériau qu'on continue à utiliser beaucoup pour les châssis de fenêtres et les châssis de portes, et il est un peu utilisé aussi pour décorer. Donc enfin, j'ai observé qu'il était plutôt présent donc pour les allèges de fenêtres. Donc je rappelle, ce sont les parties de mur en dessous des fenêtres, et pour les trumeaux, donc les parties de mur qui se trouvent entre les fenêtres. Ou bien, comme on voit ici à droite et à gauche, pour décorer les entrées. La céramique est un matériau très important dans l'architecture d'après-guerre. Ça va amener du relief, ça va amener de la couleur, ça va amener cette dimension un peu fantaisiste et ludique. Si on est un peu observateur, on va voir qu'on en retrouve régulièrement. Donc ici, je vous montre des exemples. Donc voilà, des murs de balcon qui sont décorés avec de la céramique bleue. Là, on a un hall d'entrée, enfin, ou une entrée décorée avec des éléments de couleur verte. On a de toutes sortes. Voilà, je vous montre un peu des exemples que j'ai pu découvrir dans les rues de Bruxelles. Il va aussi être fait appel à des artistes
qui vont carrément faire des œuvres d'art en céramique. Donc ici, on a un magnifique, enfin selon moi, un magnifique exemple d'un hall d'entrée d'un bâtiment qui, après 50 ou 70 ans, est toujours en parfait état. On a des décorations un peu plus sobres, ou bien sur la photo ici en bas, donc il faut bien observer, mais on a ici à côté de la porte d'entrée tout un décor en céramique. Ce qui est très populaire aussi à l'époque, ce sont les mosaïques. Donc tout le monde connaît ces petites pierres de verre qu'on retrouve souvent dans les salles de bain. Mais donc ici, ces mosaïques, elles vont décorer les façades, elles vont apporter une certaine texture, une certaine brillance et surtout de la couleur aux façades. Alors c'est absolument pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais force est de constater que malheureusement, ces mosaïques disparaissent de plus en plus, où j'ai pu aussi régulièrement constater qu'on avait repeint dessus. Donc, ce que je trouve vraiment dommage, mais bon, voilà, c'est pas le sujet du webinaire. Alors, on a aussi des éléments en terre cuite. Donc, ce sont des petits éléments en terre cuite émaillés qui, assemblés entre eux, forment un grillage, je dirais. Donc, ici, on a un exemple où c'est en fait un garde-corps de balcon. Ici, c'est un exemple de claustral. Je vous le montrerai encore plus loin. Et vous voyez ici un exemple avec une façade où ces petits éléments en terre cuite viennent vraiment décorer la façade. Un matériau qui est vraiment très important à l'époque, c'est l'aluminium. Donc, il va être énormément utilisé pour les châssis de fenêtres et les châssis de portes. Donc, comme vous le voyez ici, on a des portes de garage, par exemple, mais on va de temps en temps aussi le retrouver comme décoration, un peu comme le bois. Donc, ici, il y a une certaine recherche où l'aluminium est dans la continuité de la porte de garage, donc avec le même relief, le même format. Et sinon, on a voilà, des parties de façade qui sont habillées d'un revêtement en aluminium. Ici, on a une colonne qui est habillée de plaques d'aluminium. Le verre, alors je ne vais pas parler du vitrage des châssis, mais plutôt le verre décoratif. Donc on a régulièrement des briques de verre. Voilà, tout le monde connaît ça. Alors on les retrouve soit à côté des portes d'entrée, soit dans les cages d'escalier, comme les deux exemples ici à gauche. Et en fait, ces briques de verre permettent d'apporter de la lumière dans les halls d'entrée ou les cages d'escalier, tout en préservant une certaine intimité. Et sur la photo du centre, ici, vous voyez des briques de verre colorées. Alors ici, c'est plutôt du verre décoratif. Donc, ce sont en fait des éléments en verre brut, colorés, qui sont coulés dans du béton. Un autre matériau très populaire et très courant après la guerre, c'est le fibrociment. Alors, les panneaux en fibrociment sont constitués de fibres d'amiante et de ciment et ont l'avantage d'offrir, donc c'est un type de revêtement, mais aussi ça apporte de la couleur aux façades. Alors, sur la photo ici à gauche, ce ne sont pas ce que vous voyez en dessous des châssis, donc le bleu foncé et le bleu ciel qui est en fibrociment, mais c'est plutôt les plaques ondulées que vous voyez ici en dessous des châssis. Alors bon, ben, la grande problématique de ces panneaux-là, c'est qu'elles contiennent de l'amiante, mais voilà, en fait, quand on n'y touche pas, il n'y a pas trop de risques. Et alors, donc j'ai pu constater que les architectes s'amusent à combiner plusieurs matériaux sur une même façade. Je vous en montre ici deux exemples. Donc, sur l'exemple de gauche, on a un soubassement qui est composé d'une partie en béton et puis une partie en pierre de schiste. Ensuite, on a deux piliers verticaux en briques brunes et des bandeaux horizontaux en allège de fenêtre en briques blanches. Et puis, on a une partie ici à droite qui est en mosaïque de couleur verte. La corniche, elle, est en béton bouchardé. Sur la photo de droite, on a aussi énormément de matériaux différents. On a donc une corniche en béton, on a des bandeaux horizontaux en béton, on a des trumeaux en béton bouchardé, on a ici en allège de fenêtre du déchiqueté de marbre. Les piliers latéraux verticaux sont en pierre de schiste.
On a au rez-de-chaussée, donc près de la porte d'entrée, des plaques de marbre et les trumeaux du rez-de-chaussée sont en bois. Et puis on a encore des garde-corps composés de balustres métalliques et de plaques en fibrociment. Passons maintenant pardon, à une autre caractéristique, ce sont les châssis. Alors les châssis sont toujours en bois, mais de plus en plus de châssis sont en aluminium, donc soit de couleur un peu dorée comme ici à gauche, ou de couleur argentée comme à droite. Alors, comme je vous le disais dans le petit chapitre sur le contexte d'après-guerre, comme les façades ne sont plus des structures portantes, puisqu'on va avoir des poteaux et des poutres ou des poteaux et des dalles, eh bien, on peut se permettre d'avoir ce qu'on appelle des façades libres. Et ça permet d'avoir des grandes baies de fenêtres qui sont plutôt horizontales, puisqu'avant on avait des baies de fenêtres verticales, parce que chaque fois entre chaque baie de fenêtre, on avait besoin d'un élément structurel. Donc, on voit apparaître les bandeaux de fenêtres horizontaux et on voit aussi apparaître des grandes baies de fenêtres. Alors ça, c'est non seulement au système structurel, mais aussi parce qu'il y a énormément de progrès dans l'industrie du verre qui permet d'avoir des grandes vitres comme ici. On a aussi pas mal de châssis qui sont asymétriques. Alors ici à gauche, on a vraiment un extrême, je dirais, où le châssis épouse la forme du mur en béton. Mais ce qu'on voit couramment, c'est l'exemple ici en haut à droite, où on a deux tiers de châssis qui est fixe et un tiers de châssis qui est ouvrant. Et on retrouve aussi de temps en temps des châssis bicolores avec la partie dormante dans une couleur et la partie ouvrante dans une autre couleur. Les sens d'ouverture des fenêtres vont aussi être différents. On va avoir des parties ouvrantes pivotantes, soit sur un axe vertical, soit sur un axe horizontal. C'est aussi l'apparition des façades qu'on appelle murs rideaux. Donc, comme je vous le disais, la façade avant ou les façades en général ne sont plus spécialement porteuses. Et donc, on va retrouver ce qu'on appelle une façade légère, composée de parties vitrées transparentes et de parties opaques. Alors, la partie opaque, c'est un panneau sandwich. Donc, c'est en fait composé de deux plaques de fibrociment éventuellement émaillées, avec à l'intérieur un petit noyau isolant. Je suis sûre que vous avez déjà vu ce type de panneau. Si vous avez été dans une école des années 60, peut-être que votre école était construite comme ça. Et alors, pour les plus anciens d'entre nous, vous avez pardon, peut-être entendu parler du terme Glasal. Donc, c'était une marque de ce type de panneau en Belgique. Alors, on en retrouve de moins en moins parce qu'il y a de l'amiante dans ces panneaux et que souvent, quand les châssis sont remplacés, bon, on remplace aussi ces panneaux-là. Alors voilà, les encadrements de fenêtres et portes présentent des lignes dynamiques. Je vous montre ici deux exemples. Passons maintenant à une autre caractéristique, les portes d'entrée. Alors, je pense que vraiment, j'aurais pu faire un webinaire rien que sur les portes d'entrée et les entrées, tellement c'est passionnant. Mais donc, j'ai dû me restreindre, ça n'a pas été facile. Donc, je constate qu'en fait, les architectes ont apporté énormément de soins aux portes d'entrée. On retrouve, comme avant la guerre, des portes en bois, des portes métalliques, mais ce qu'on voit évidemment apparaître, ce sont les portes en aluminium. Alors, dans certains cas, pour les maisons unifamiliales, on va retrouver ce schéma très classique d'avoir une porte pleine, sobre, qui est flanquée d'une vitre, enfin d'un châssis de fenêtre vitré. Et donc, j'ai constaté que les architectes proposaient vraiment des halls d'entrée très généreux, et donc ça permettait d'avoir cette grande baie vitrée qui éclaire les halls d'entrée naturellement. Et quand on est un peu fort près de la rue, pour préserver une certaine intimité, les architectes ont prévu des claustras. Donc les claustras, ce sont vraiment ces éléments qu'on vient mettre devant la vitre pour quand même laisser passer la lumière naturelle, mais offrir un peu d'intimité. Donc les trois images du haut, ce sont des claustras avec des éléments en bois. Et en dessous, vous voyez d'autres types de claustras. Donc ici, vraiment un décor en béton avec des couleurs. Ici, c'est les petits éléments de terre cuite que je vous ai présenté précédemment. Et ici, en bas à droite, vous avez carrément une œuvre d'art en aluminium.
J'ai aussi pu constater que les portes d'entrée sont souvent en retrait. Alors ça permet d'avoir un espace abrité quand on rentre et sort de chez soi, mais ça permet aussi d'avoir une petite fenêtre qui va éclairer naturellement le hall d'entrée, ou bien comme ici à droite, on a des briques de verre qui vont apporter de la lumière naturelle dans le garage. Je vous montre quelques exemples de portes d'entrée. Donc ici, on a des portes d'entrée de l'époque, enfin, ou du style architectural modernisme classique, donc souvent des portes en bois ou en métal, qui sont encore régulièrement vitrées avec une ferronnerie devant. Et donc, quand on commence à observer ces portes, on se rend compte qu'il y a une diversité, une variété de ferronneries qui est tout à fait passionnante et intéressante. Donc voilà, ici j'ai fait un petit zoom sur certaines ferronneries. On retrouve des choses assez classiques et puis d'autres choses assez ludiques, comme ici un petit hippocampe. Euh, voilà, et alors aussi les poignées de porte, ça c'est vraiment, en fait, je trouve passionnant aussi de voir toute la créativité qu'on peut y retrouver. Donc ici des poignées assez classiques de type métallique. Et donc, comme je vous le disais dans la description des styles architecturaux, il y a une inspiration antique qui est assez présente pour certains bâtiments. Et donc, on va retrouver pas mal de portes d'entrée surmontées d'un fronton et flanquées de colonnes. euh, excusez-moi, j'ai quelque chose qui apparaît. De colonnes de type gréco-romain. Alors, à la période du modernisme ludique, là, on va avoir un autre type de porte. Donc, ce sont plutôt des portes en bois, souvent pleines et parfois vitrées, qui sont tout à fait sobres. Elles sont peintes ou elles sont en matériaux bois laissés naturels. Et alors, la dimension ludique va se trouver au niveau de la poignée de porte. Donc, je vous montre ici quelques exemples de portes. Mais alors, plus dans le détail, voilà, des poignées ludiques variées. Alors, elles sont souvent en bois, comme ça, on peut leur donner la forme qu'on veut et puis leur donner aussi la couleur qu'on veut. Ce qui est très populaire à l'époque, c'est ce qu'on appelle les poignées boomerang. Donc, elles ont cette forme de boomerang. Et vous voyez que pour une même appellation boomerang, on a une diversité assez incroyable au niveau des formes, au niveau des matières. On a aussi quelques poignées en alu, très populaires aussi. Et puis dans les années 60, euh, on a vraiment cet essor des portes d'entrée en aluminium. Donc certainement, elles sont prévues pour les nouveaux bâtiments, mais selon moi, malheureusement aussi, elles remplacent les belles portes en bois de nos habitations bruxelloises. Alors, on pense ce qu'on veut des portes, mais ce qui est fort intéressant, ce sont les poignées de porte. Je vous invite vraiment à regarder quand vous vous promènerez enfin, dorénavant, quand vous vous promenez dans les rues de Bruxelles, de regarder les poignées de porte. C'est juste incroyable. Enfin, selon moi, ce sont chaque fois enfin, pas chaque fois peut-être, mais régulièrement des petites œuvres d'art. Donc, je vous montre ici un panel de poignées de porte en aluminium. J'ai dû faire une sélection, mais je vous dis pas combien j'en ai en stock sur mon ordinateur. Voilà, je trouve que c'est Là, je donne mon avis. Je trouve que c'est magnifique. Et alors, ça, c'est encore plus incroyable. Donc, ce sont des poignées de porte en céramique où je trouve que chaque poignée est vraiment une petite œuvre d'art. Et donc, c'était très populaire dans les années 60. Et alors, je pense que les gens pouvaient choisir leur poignée de porte sur base d'un catalogue parce que j'ai retrouvé les mêmes poignées, donc les mêmes dessins à différents endroits dans la ville de Bruxelles. Et alors, j'ai aussi appris que on faisait appel à certains peintres, donc des peintres qui faisaient de l'abstrait pour décorer ces poignées de porte en céramique. On passe maintenant à une autre caractéristique, donc les portes de garage. Alors elles sont souvent en bois, en aluminium. Elles épousent un peu la forme de la façade. Donc ici, vous avez un très bel exemple, donc avec un soubassement avec des coins arrondis et des piliers inclinés. Donc la porte de garage et la porte d'entrée épousent la forme. Ici au centre, c'est pas une illusion d'optique. Donc le pilier est vraiment euh, de manière diagonale et la porte de garage a la même découpe diagonale. Une des caractéristiques importantes de cette architecture, ce sont les auvents.
Donc on peut avoir des auvents plutôt discrets dans des façades qui sont assez sobres, ou bien on peut avoir des auvents qui sont en saillie, qui sont en porte-à-faux. Et alors ça, c'est évidemment possible grâce au béton armé. Donc on a un très bel exemple ici d'un auvent qui est très marquant et qui présente un très grand porte-à-faux. D'autres exemples de haut-vent. Donc ici, je trouve que c'est assez marrant de voir que le haut-vent sert aussi de balcon. Et puis on a des auvents qui n'ont peut-être pas vraiment une fonction de haut-vent, mais qui ont plutôt une fonction décorative. Tout comme les auvents, les corniches sont importantes aussi. Alors, on n'est plus du tout dans ces corniches moulurées d'avant-guerre, mais on est plutôt dans des corniches en saillie, débordantes. Elles sont parfois encore en bois, mais elles sont de plus en plus en béton armé. Et donc, le fait qu'on utilise le béton armé, on peut avoir des dimensions importantes. Alors, de temps en temps, j'ai retrouvé des corniches comme ça qui ne sont pas juste au-dessus de la façade, parce que sinon, le but de la corniche, c'est quand même aussi de terminer la façade. Elles sont un peu comme un spoiler de voiture de course. Et alors, une de mes suppositions, c'est peut-être que c'était, alors soit c'est une volonté de l'architecte, soit c'est une imposition urbanistique pour qu'on soit au même niveau que le voisin. Et ici, vous avez un exemple, on a carrément l'impression d'avoir une pergola sur la toiture. Les piliers sont un élément important de l'architecture d'après-guerre. On n'en rencontre pas beaucoup à Bruxelles. On va plutôt en voir sur des bâtiments de grande ampleur. Les balcons, par contre, ça c'est une caractéristique qui est fort importante et qui va vraiment dynamiser les façades. Je vous montre ici quelques exemples d'immeubles à appartements où les balcons vont offrir une certaine lecture à la façade, une certaine dynamique. Donc ici, on a une façade toute simple avec des petits balcons qui sont disposés un peu plic-ploc, je dirais. Ici, on a des lignes horizontales qui sont vraiment marquées par les balcons qui sont en diagonale. Voilà, ici on a des balcons avec des garde-corps en petits éléments de terre cuite. Et puis si on observe les balcons parfois de vraiment plus près, c'est marrant de constater que c'est pas entre guillemets des bêtes balcons en métal, mais donc on a ici par exemple une dalle de balcon en béton avec un garde-corps qui est composé d'une plaque métallique décorée de trois trous. On a un grillage métallique, on a des barreaux verticaux, et puis on a un bac à plantes qui est intégré dans le balcon, enfin dans le garde-corps, je veux dire. Ici, trois exemples de bâtiments qui sont assez sobres, assez simples, et où c'est vraiment la forme du balcon qui va venir apporter un peu de dynamisme. Les garde-corps ont un rôle important à jouer dans la partie fantaisiste, ludique de ces bâtiments. Donc, ça va amener de la couleur. Alors ici, je vous montre quelques exemples avec des panneaux en fibrociment ou en verre émaillé. Et alors, si vous observez cette photo ici en bas à gauche, ben, en fait, c'est un garde-corps qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à être décoratif. On peut avoir des garde-corps dans d'autres matériaux. Donc ici en haut, on voit des garde-corps en verre qui, de nouveau, peut être travaillé de différentes manières. Ici, on a un mix de barreaux métalliques verticaux avec des parties en béton. Ici, on a un cadre en métal avec une planche en bois qui est peinte. Là, on a des éléments métalliques. Au niveau des ferronneries, des garde-corps, on a des nouvelles formes qui apparaissent, comme ici une forme sinusoïdale, là des inclinés, ou bien ici on a une balustre, enfin un garde-corps en forme de goutte. Voilà, on a des formes un peu arrondies. Voilà, il y a un peu de tout. Alors, les autres ferronneries qu'on peut retrouver sur la façade, je les ai surtout observées dans les maisons juste d'après-guerre, donc du modernisme classique, où on a encore traditionnellement la porte d'entrée avec la petite fenêtre du WC à côté. Et si on observe ces petites fenêtres un peu plus attentivement, on se rend compte qu'il y a de très belles ferronneries qui les protègent. Et alors souvent, on retrouve comment dire, cette même esthétique de ferronnerie dans les ports d'entrée et parfois aussi dans les ports de garage et parfois même au balcon ou au garde-corps des étages.
Je termine avec une dernière caractéristique qui sont les décors. Alors, les décors vont permettre d'amener de la couleur dans les façades. Je vous montre ici quelques exemples. Donc, ça va souvent être, j'ai pu constater, soit les garde-corps qui amènent de la couleur, soit les mosaïques, ou bien carrément une œuvre artistique. On peut avoir aussi des décors de grande ampleur, comme on le voit ici. Et donc, vous voyez, ici, on a vraiment fait appel à un artiste pour venir décorer. C'est un mur d'école. On a des choses parfois un peu plus sobres. Ici, deux exemples de petits bâtiments où aussi on a fait appel à un artiste pour venir décorer la façade. Et ici encore quelques exemples de décors. Donc ici on a un décor typique des années 70, donc une peinture sur aluminium. On a parfois des décors qui sont plus discrets ou comme ici en haut à droite où c'est un trumeau donc entre deux fenêtres au deuxième étage. Donc il faut être vraiment bon observateur. Et alors, je termine par ces quatre décors, donc qui sont en fait dans quatre immeubles différents. Et donc, peut-être que les plus attentifs d'entre vous reconnaîtront que l'artiste, c'est Roger Someville. Donc, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, ben, c'est l'artiste qui a décoré la station de métro Ankar. Je passe maintenant au dernier chapitre. Je vais vous présenter quelques exemples d'habitations des années 50, 60, 70. Donc maintenant que je vous ai présenté les caractéristiques, on va les voir un peu dans leur ensemble et combiner entre elles. Je vais vous présenter des maisons unifamiliales, mais aussi des immeubles à appartements. Euh, donc, ce qui est vraiment important à cette époque-là, c'est qu'on a une nouvelle typologie de maison qui apparaît. C'est la maison mitoyenne de type bel étage. Alors, je vous en ai parlé dans le contexte d'après-guerre. Les gens achètent une voiture et il faut pouvoir protéger cette voiture. Donc, on va voir apparaître le local garage dans les habitations. Et c'est ça qui va donner la typologie de la maison bel étage. Donc, au rez-de-chaussée, on a la porte d'entrée avec le garage. Et de ce fait, au premier étage, on a les pièces de vie. Donc, le salon, la salle à manger, la cuisine. Et c'est l'étage qu'on va appeler le bel étage. Ensuite, au deuxième étage et éventuellement les étages supérieurs, on va avoir les chambres et la salle de bain. Alors, au niveau comment dire, de la lecture de la façade, on va avoir quelque chose de très récurrent dans l'architecture d'après-guerre. On va avoir, donc je vous explique ici les caractéristiques, je vous les montre. Donc on aura une toiture plate ou une toiture inclinée. On va avoir la corniche débordante. Et puis ce qui est très caractéristique, c'est qu'on va avoir les piliers latéraux qui sont verticaux et puis le reste de la façade qui va être légèrement en retrait de ces piliers. Et cette partie de façade-là va être composée de bandeaux pleins et vides. Donc en architecture, quand on parle de bandeaux pleins, ce sont en fait des parties, j'ai perdu ma souris, voilà, des parties de murs qui se trouvent souvent en dessous des châssis, donc ce qu'on appelle les murs d'allège. Et ce qu'on appelle les bandeaux vides, ce sont en fait des bandeaux où on va avoir des châssis. Au premier étage, donc au bel étage, on a souvent un balcon et alors la porte d'entrée est en retrait. Je vais vous montrer maintenant trois exemples de maisons. Tout d'abord, un exemple ici d'une maison qui combine le langage à la fois du modernisme classique et du modernisme ludique. Donc, on a une façade assez classique en briques avec un appareillage classique et un soubassement qui est un peu différent. On a une corniche débordante, on a un bandeau de fenêtres plutôt horizontal, mais quand même avec des fenêtres verticales. On a au bel étage une fenêtre, une baie de fenêtre asymétrique dans la façade, mais aussi où le châssis de fenêtre est asymétrique, avec le balcon. On a un décor
Et puis au rez-de-chaussée, on a le garage et la porte d'entrée. Et si on fait un zoom un peu sur la porte d'entrée, on a vraiment le mélange des deux styles. Donc on a une porte d'entrée en bois plein avec la poignée ludique en forme de boomerang, mais la porte est flanquée de deux châssis de fenêtres avec on le voit légèrement ici, une petite barre métallique verticale et horizontale, tout comme le garde-corps du balcon est encore très classique, très simple. Et puis on a un petit apport de couleur, donc on voit les châssis de fenêtres sont peints en bleu ciel. Un autre exemple de maison unifamiliale de type bel étage, on retrouve les caractéristiques que je vous ai expliquées avant. Donc, les deux piliers latéraux verticaux en pierre de schiste. On a ici en plus un pilier intermédiaire en béton peint en bleu ciel, une corniche débordante et puis des bandeaux des bandeaux, pardon, horizontaux, donc avec une alternance de bandeaux pleins et de bandeaux vides. Les fenêtres sont asymétriques, les châssis de fenêtres sont asymétriques. Et alors, si on observe bien, le châssis ici est légèrement en retrait par rapport aux trois autres châssis, ce qui permet d'avoir un peu plus d'espace sur le balcon. Puis on a la porte de garage et la porte d'entrée. Et quand on fait un zoom sur la porte d'entrée, on voit qu'il y a un décor en bois que l'on retrouve également au-dessus de la porte de garage. On a une porte pleine, toute sobre, peinte en blanc avec une poignée toute simple et une partie vitrée avec là un claustrat un peu plus ludique, décoratif en métal. Le troisième exemple de maison unifamiliale est celui-ci. Donc, on retrouve aussi une typologie de maison bel étage avec les deux piliers latéraux verticaux, la corniche en béton débordante, l'alternance des bandeaux, pardon, pleins et vides. Donc, les bandeaux pleins, c'est du déchiqueté de pierre. Les châssis, je pense qu'ils ont été changés, mais donc à l'origine, ils devaient être en aluminium et la partie ici devait probablement, si ce n'est toujours le cas, être pivotante sur un axe horizontal. Alors, en observant ici de plus près, on voit que le châssis de fenêtre du bel étage est en retrait par rapport au châssis de fenêtre du deuxième étage, et donc ça permet d'avoir un balcon. Alors, le rez-de-chaussée est assez fort travaillé. Donc, on a une porte de garage en aluminium, le déchiqueté de pierre, et puis on a la porte d'entrée qui est en retrait avec l'auvent en béton qui est en saillie, un pilier en V qui le soutient, et puis la porte d'entrée en elle-même est en aluminium, entièrement vitrée, avec une poignée sobre, mais j'ai pu constater qu'à l'origine, il devait y avoir une poignée boomerang, et alors un claustrat, là qui est en verre, et donc on peut supposer qu'il a été fait appel à un artiste pour faire ce claustrat. Donc non seulement on a les maisons mitoyennes qui sont très courantes dans une ville comme Bruxelles, mais dans des quartiers plus résidentiels, on a aussi des villas. Alors on a des villas plutôt, on va dire, classiques, les exemples que je vous montre ici, et puis on a des villas dites modernistes d'après-guerre, avec des formes différentes, avec des parties pleines, des parties vides. Enfin voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est tout aussi passionnant. Et alors, ce qui est assez récurrent dans ces villas, c'est la brique peinte en blanc. Voyons maintenant les petits immeubles à appartements. Donc un petit immeuble à appartements, ça va de deux appartements à une petite dizaine d'appartements. Je vous montre un exemple d'un immeuble de trois appartements qui reprend en fait le langage de la maison bel étage. Donc on a ici en bas au rez-de-chaussée la porte d'entrée et la porte de garage, et puis on a trois niveaux. On retrouve les mêmes caractéristiques que je vous ai présentées pour les maisons unifamiliales, donc les piliers latéraux verticaux, la corniche débordante, et puis l'alternance des bandeaux horizontaux, soit pleins, soit vides. Les châssis en aluminium asymétrique. Ici, on a aussi des petits balcons, donc un petit balcon pour chaque appartement qui sont en quinconce. Et alors, il y a la dimension un peu fantaisiste, je dirais, c'est un apport de couleur. Donc, si on observe bien, on voit que les dalles de béton à chaque étage et la corniche sont peintes en bleu. Un autre exemple de petit immeuble à appartement, c'est un immeuble de coin.
où on va retrouver aussi certaines caractéristiques qu'on a déjà vues précédemment, comme si vous regardez, oh, je perds ma souris. Voilà. Ici, on a un pilier latéral vertical, de même qu'ici. Alors, on les voit un peu mieux sur les petites photos de détail, donc là et là, qui sont en pierre de schiste. Puis, on a une partie de mur ici pleine avec un décor. Et ensuite, on a deux parties de façade qui sont un peu renfoncées, où là, on va retrouver différents matériaux. Donc, on va retrouver des bandeaux horizontaux en panneaux de béton, de même qu'en dessous des fenêtres. On va retrouver des trumeaux en béton bouchardé. Et alors, ici, on ne le voit pas très bien, mais on a aussi un décor en béton à côté des portes de garage. Ensuite, on va avoir trois types de balcons. Donc, on va avoir des balcons assez classiques sur cette façade-ci. Par contre, sur cette façade-là, on va avoir trois balcons comme ceci, qui sont légèrement évasés, avec un garde-corps au coin arrondi. Et puis, on va avoir des balcons en retrait, qu'on appelle des loggias, avec un garde-corps composé de barres verticales et des plaques colorées. Donc, vous voyez qu'il y a un apport de couleur. Donc, ici, dans cette façade, avec les trois plaques des garde-corps de balcon. Et sur cette façade-là, il y a un peu de couleur dans le décor, ainsi que pour les balcons et en dessous de trois châssis de fenêtres. Et pour terminer, oui, il y a aussi un auvent en saillie. Je termine avec les grands immeubles à appartements. Alors, je pense que ces images-là, vous devez les connaître. Il y en a un peu partout à Bruxelles. On appelle ces barres d'immeubles souvent des barres d'immeubles Etrimo ou Amlings. Ça vient du nom de promoteurs immobiliers qui avaient pignon sur rue à l'époque. Et donc, ces promoteurs ont construit énormément de barres d'immeubles pour loger la classe moyenne. Mais je vais vous montrer deux exemples. D'abord, celui-ci. Donc, c'est aussi un immeuble de coin. Euh, alors, il est assez intéressant parce qu'on va retrouver donc la corniche débordante. On va retrouver une partie qu'on va dire vide, une partie pleine, une partie vide. Alors, la partie pleine, c'est un mur en briques gris clair avec un appareillage où les briques sont superposées. Et alors, ce qui est intéressant dans cet immeuble, c'est qu'on va voir vraiment la structure du bâtiment. Donc, on va avoir les lignes verticales marquées par les colonnes en béton et les lignes horizontales marquées par les dalles de béton. Et entre cette structure, on va chaque fois, pardon, retrouver ce qu'on appellera une façade légère, qui est en fait composée d'un châssis de fenêtres avec des parties vitrées et avec des parties opaques. Alors, les châssis de fenêtres de cet immeuble ont été remplacés, ça a été rénové, mais on peut supposer qu'à l'origine, les plaques ici en dessous devaient être des panneaux sandwich de type Glazal. On a des balcons superposés assez répétitifs, mais quand on regarde les balcons d'un peu plus près, on se rend compte qu'ils sont donc composés d'une dalle en béton et le garde-corps est composé d'une structure métallique avec des barreaux verticaux en bois. Je suis désolée, on voit peut-être pas très bien, mais avec un quadrillage métallique et un bac à plantes intégré. Et alors, la partie un peu ludique, fantaisiste de cet immeuble, c'est surtout au niveau de l'entrée, où on a une entrée qui est marquée par un grand escalier, mais aussi par un élément en béton peint en rouge, et puis on a un décor ici pour l'entrée. Et le dernier bâtiment que je vous présente est un, je trouve, magnifique bâtiment que j'ai découvert vraiment par le plus grand des hasards, qui s'appelle Eden Green et ça porte assez bien son nom parce que c'est un grand volume parallélépipédique. Alors, je ne suis pas parvenue à faire une photo de l'entièreté du bâtiment parce qu'en fait, il se trouve dans un endroit qui est très arboré avec des magnifiques arbres. J'ai appris par après que les arbres étaient là bien avant le bâtiment. Alors, c'est assez typique de cette architecture de l'époque parce qu'on va avoir un grand parallélépipède qui va reposer sur des piliers en béton en forme de V. Et alors, la particularité, c'est que le rez-de-chaussée est vraiment sur deux hauteurs et est entièrement vitré. On a ici
sur la grande photo la façade sud, donc qui est fort vitrée et où on va retrouver les balcons, et donc je suppose que ce sont les séjours. Et puis la façade nord est un peu plus fermée avec plutôt les chambres. On va avoir en façade nord une alternance de bandeaux horizontaux, donc des bandeaux pleins en briques peintes en blanc, et puis les bandeaux vides qui sont composés de châssis de fenêtres, avec aussi des parties opaques, colorées dans des tons verts. En façade avant, on va avoir une autre expression architecturale. Donc, on va avoir des bandeaux horizontaux en béton bouchardé et ce sont les trumeaux verticaux qui, eux, sont en briques peintes en blanc. On va avoir des grands balcons, ils sont assez profonds, donc ça c'est grâce au béton armé qu'on peut avoir ça. Ils sont absolument pas superposés, ils sont plutôt, comme on voit ici, en quinconce. Et alors les garde-corps sont composés de plaques en verre et de barreaux verticaux. C'est vraiment un magnifique immeuble. Je vous invite un jour à aller le voir. Voilà, voilà, j'arrive à la fin. Euh, si après cet exposé, vous observez des bâtiments qui vous sont familiers ou pas, et que vous y voyez des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant, eh bien, j'aurai réussi mon pari, celui de vous avoir un tout petit peu appris à voir l'architecture, et plus particulièrement l'architecture d'après-guerre. Et le mot de la fin, il est très personnel. Je dédie ce webinaire à mon papa. J'espère qu'il me regarde, normalement c'est prévu, parce que depuis que je suis toute petite, c'est lui qui m'a appris à voir l'architecture. Merci papa. Et puis en plus pour lui, c'est un jour très spécial parce que c'est son anniversaire. Donc papa, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je te le souhaite aussi joyeux que l'architecture que je viens de présenter. Et à vous tous auditeurs, je vous laisse deviner l'âge qu'il a. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne. Bon anniversaire Papa Anne. C'était une présentation qui était passionnante et passionnée. En tout cas, tu nous as permis de nous évader dans les rues de Bruxelles sans avoir à affronter la météo capricieuse de ce début d'automne pour ceux qui sont arrivés mouillés au travail ce matin. Je propose qu'on passe à la session des questions et des réponses. Il y a une seule question pour le moment qui est un peu plus terre à terre, qui nous ramène à la réalité et qui est concrètement comment devons-nous ou comment procéder pour rénover ces logements individuels, maisons ou appartements en copropriété, afin d'atteindre les objectifs PEB 2030-2050, et ce à des coûts raisonnables et en respectant des délais liés notamment à des éventuels permis. Oui, alors si j'avais pu, j'aurais fait un séminaire sur toute la journée. Et donc, entre autres, ben, je pense que c'est vraiment important d'aborder cette thématique de rénovation de ce type de bâtiment. Je ne vais pas pouvoir répondre là maintenant, mais j'ai dans les cartons de quoi en parler. Voilà, mais donc si cette personne a vraiment une question précise sur son bâtiment, ben, qu'elle n'hésite pas à faire appel à nous. Donc, on peut faire des visites à domicile et on peut discuter ensemble de manière à trouver, enfin, c'est le job qu'on fait chez HomeGrid, c'est de trouver des solutions qui permettent de préserver notre patrimoine tout en améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Bah écoute, très, très belle réponse. Alors maintenant, il y a quelques petites réactions. On parle des ferronneries, des soupiraux qui sont intéressants et souvent assortis aux selles de fenêtre. Ça vient d'apparaître, donc je regarde un Mhm. petit peu. Très beau mot de la fin d'un spectateur anonyme. Merci pour la présentation intéressante et qui nous permet de mieux apprécier les façades. Suite à cette présentation, je suis sûr que nos regards, en tout cas le mien, sera mieux armé pour reconnaître et apprécier cette belle architecture d'après-guerre avec toutes ces formes et ces couleurs et ces matériaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce jour. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Anne, à tantôt. Merci. Au Ouais. revoir.